comment lire ou comment interpréter le théâtre, comment par exemple faire quand on est face à une pièce de théâtre et qu'on doit la lire tout seul, faire tous les personnages sans jouer. Alors, ça s'appelle un seul en scène et en général il ne faut pas dépasser 1 heure. On a comme unique allié sa voix et il s'agit de faire entendre toute la pièce. Pas de décor, pas d'accessoires. Il faut se servir donc des émotions, de la voix. On n'a pas grand-chose d'autre. Le corps, bien sûr, peut bouger, comme un chef d'orchestre. Je vois madame qui réfléchit, qui se demande comment on peut faire ça. Oui, c'est ce qu'on va voir, justement. Alors, comme je vous vois, d'habitude, je ne vous vois pas, parce que j'ai le projecteur, là, je vous vois, t'entends. Parfois, je vois vos expressions, mais c'est intéressant, du coup, ça me permet de rebondir. Et c'est une forme que nous avons appelée solo-théâtre, qui adapte sur scène des œuvres diverses. Alors, ça peut être des classiques, ça peut être des contemporains. C'est vrai que les œuvres, en général, il faut les adapter. Le solo-théâtre, c'est un peu comme une forme. Vous allez adapter l'œuvre pour le solo-théâtre, comme on adapte pour le cinéma. Il n'empêche qu'on ne change pas la forme théâtrale, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours que des dialogues. Ce sont des personnages qui s'échangent des choses. Alors, contrairement à l'acteur traditionnel qui incarne physiquement le personnage, dont il endosse le rôle, on a vu ça aussi tout à l'heure, l'interprète du solo-théâtre se fait oublier au profit des images convoquées par sa voix et dans sa voix. Et c'est ce phénomène, justement, que j'expliquais aussi aujourd'hui, qui est intéressant. Un acteur ne va pas se faire oublier, surtout pas qu'il se fasse oublier. Il est là, il va bouger, il va être dans un décor. Tandis que l'interprète, on va dire plutôt presque le musicien, vous avez peut-être déjà fait l'expérience quand vous allez écouter un concert, au début on voit le pianiste, on dit ah il est beau, il est moche, il est gros, il est petit, après on voit le piano, il est beau, etc. Puis au bout d'un moment on écoute la musique, s'il est bon on oublie tout ça. On est complètement parti ailleurs. Donc c'est ça ce phénomène. On ne regarde pas le musicien comme une image. Alors, il y a des pianistes qui jouent aux acteurs, oui, qui font comme si, voilà, alors on les regarde mais on n'écoute plus la musique, ça c'est possible aussi. Donc le public, normalement, dans les solo-théâtres, prend une part active au processus de création. L'écoute va construire le spectacle et non plus la vision ou la monstration des personnages incarnés. C'est-à-dire que vous allez voir, alors j'ai pas le temps de vous en faire un entier, puisque je n'ai qu'une demi-heure, donc je suis là pour expliquer les solo-théâtres. Vous pourrez venir nous voir quand on les fait ailleurs. Mais normalement, ce qui se passe, ce que nous disent les gens, c'est qu'au bout d'un moment, vous voyez les décors, vous voyez les personnages, vous voyez les costumes, et vous voyez tout ça. Alors, l'interprète, à l'instar du musicien soliste, travaille les dialogues comme une étude sonore. C'est-à-dire qu'il va réfléchir au contraste qui est dans les voix. Dans sa voix se glissent toutes les nuances de sens, d'émotion et de rythme du texte qui aiguillent alors précisément le spectateur dans sa représentation active de chaque protagoniste. Alors, à ce sujet, ça me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez le metteur en scène Giorgio Strehler. L'intérêt avec c'est un des plus grands metteurs en scène du XXe siècle qui avait notamment créé le Piccolo Teatro, puis après qui avait eu l'Odéon à Paris, et qui avait commencé de manière très artisanale. Et il avait une méthode pour faire de la mise en scène où il arrivait devant les acteurs, il a demandé de s'asseoir, il avait choisi ses acteurs, mais il s'asseyait et il leur lisait toute la pièce, en faisant tous les personnages. Et à ce moment-là, plus besoin d'explication, chaque acteur savait exactement ce qu'il devait jouer, quel était son rapport aux autres acteurs, et il avait donc une vision globale de la pièce, car souvent l'acteur, parfois quelque peu nombriliste, peut avoir une vision uniquement de son rôle à lui. Rares sont ceux qui s'intéressent finalement à la vision globale, comme pour les acteurs de cinéma. Tandis que là, il arrivait à donner une vision globale à ses acteurs, et donc c'est aussi un des rôles du solo-théâtre, donc d'interpréter seul, pour que chacun ait une vision dans l'ensemble, quand vous êtes des acteurs. Alors, il y a aussi d'autres avantages à ce solo-théâtre, c'est qu'il y a un intérêt économique, c'est-à-dire que quand vous faites par exemple l'avare, s'il y a des acheteurs dans la salle, c'est pas un problème. Quand vous faites l'avare, ça va vous coûter 8-9 personnages au minimum, et le solo 1. Voilà, c'est une grosse économie. De plus, les décors, il n'y en a pas. Vous voyez, donc on réduit le coût au minimum, avec parfois un effet identique, puisque dans l'imaginaire, vous voyez la pièce. Autre observation que nous avons faite, c'est qu'étrangement, les solo-théâtres plaisent beaucoup
plaisent beaucoup aux adolescents qui sont très souvent réticents à aller au théâtre pour une raison simple, c'est que c'est les parents qui les emmènent là. Le théâtre est quand même avec des décors et des éléments et des costumes qui ne les intéressent absolument pas, hein, qui ne sont pas les leurs. Il y a rarement des Nike ou des machins, etc. Donc ils ne sont pas attirés par tout ça, tandis que en écoutant, en étant libres d'imaginer, nous avons découvert avec stupéfaction qu'ils accrochaient et qu'ils aimaient aussi évidemment la prouesse du one-man show, ce qui les impressionnait. Donc les ados ont l'air de bien accrocher à tout ça. Alors, maintenant, voyons un petit peu comment faire. Parce que c'est ça aussi le but de notre histoire ici. Hein. Comment travailler une pièce de théâtre seule. Parce que vous êtes à la fois metteur en scène, vous êtes dramaturge, vous êtes décorateur, malgré vous, hein, ça c'est sûr, et vous êtes tous les personnages. Donc, il faut, bien sûr, au début, choisir une pièce et surtout avoir une vision de la pièce. Donc déjà, la démarche que vous faites n'est pas une démarche d'acteur classique, puisque vous allez prendre une pièce et c'est une démarche de metteur en scène et vous allez avoir envie d'avoir une vision de cette pièce. Vous avez envie d'en faire quelque chose, de faire passer quelque chose. Ensuite, vous allez devoir étudier les personnages, un à un, les contraster, etc., leur psychologie par rapport aux autres, leur voix. Et ça, c'est la vision musicale, car parfois, quand vous avez différentes voix, vous verrez tout à l'heure, il faut faire très attention. Quand vous en avez une qui est par exemple type grave, il faut que l'autre à côté soit vraiment en contraste. Et la troisième qui vient après aussi. Par contre, une voix beaucoup plus lointaine peut éventuellement ressembler à une voix du début. Donc, musicalement, il faut composer les voix comme on compose une partition. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un exemple d'un texte, de plusieurs textes. Je vais vous montrer des choses et voir un petit peu comment ça se passe, le travail. Bon, vous le connaissez, à peu près, hein, vous l'avez déjà entendu, voleur, assassin. Hein. Ce qui est difficile dans ce monologue, quand on doit l'interpréter non joué. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est la différence entre interpréter un texte face à un public sans jouer, c'est-à-dire qu'en général, Harpagon court dans tous les sens, cherche sa cassette. Et là, l'interprète doit vous donner l'illusion qu'il court partout. Donc comment faire? Il faut voir comment le texte est structuré, un petit peu comme ce que nous avons vu tout à l'heure pour Flaubert. Il va falloir rentrer dans les détails. Alors la particularité de ce monologue, et je vous ferai écouter tout à l'heure, parmi les 3 plus grands acteurs qui ont joué Harpagon, vous allez voir, c'est intéressant, on va voir comment ça se passe sur le plan sonore, puisque je vous fais enregistrer entendre que le son, et vous ne les voyez pas. Donc, on a, avec le son, on sait si on a le texte ou pas. Ce texte est particulièrement spécial, puisqu'il y a différents niveaux d'adresse. C'est-à-dire que Harpagon est dans une sorte de crise. Il va s'adresser à lui-même, à des voleurs, à des gens imaginaires qui sont là, et je crois encore à une sorte de monologue intérieur. Enfin, vous allez voir, il y a différents types d'adresses. Donc, l'interprète doit d'abord essayer de comprendre où sont ces niveaux d'adresse. Alors, on va le voir ensemble. Ça commence. Premier d'adresse, il crie colère à lui-même. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier! Ça, c'est à lui-même. Il s'adresse à lui-même, mais en sorte de constat. Donc, vous voyez, il y a des adresses à lui, mais qui, eux aussi, les adresses peuvent prendre différentes couleurs. Il s'adresse à lui-même en constat, justice, juste ciel. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Constat. Il s'adresse à lui-même en s'interrogeant. Qui peut être? Il s'interroge. Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour trouver? Je vous le fais en douceur, hein, parce que je ne suis pas chauffé là, hein, mais je le fais comme ça, juste pour que vous compreniez le mécanisme. Ou courir ou ne pas courir. Donc il se pose la question. Il s'adresse au public, n'est-il point là? Et changement d'adresse, super compliqué, c'est les changements d'adresse. N'est-il point ici? Il s'adresse à une personne du public. Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent! Il s'adresse à lui-même, désolé. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé, j'imagine où je suis, qui je suis, ce que je fais. Il s'adresse à son argent. Affectueux, soudain. Hélas,
Mon pauvre argent, mon cher ami, c'est fabuleux ça, mon cher ami. On m'a privé de toi, et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie. On dirait qu'il parle d'un enfant qui va mourir. Hein. Je n'ai plus que toi, je n'ai plus que faire au monde, sans toi, il m'est impossible de vivre. Donc, il s'adresse à son argent affectueux. Il s'adresse à lui-même, en effet. Je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Etc. Tout fonctionne un petit peu comme ça. Vous voyez ? Donc, l'interprète doit décortiquer les différents moments, les différentes adresses, parce que s'il fait n'importe quoi, il va crier dans tous les sens, et il va noyer le poisson, et les gens ne comprendront plus la sculpture du texte. Ce qu'il faut en faire entendre, c'est la sculpture, les recoins, les différentes adresses du texte, car sinon, on a un galimatia de paroles. Donc, je vous propose d'écouter peut-être différents, justement, interprètes qui ont interprété l'avare, et notamment 3. Alors là, je peux dire les noms parce qu'ils sont morts, donc c'est pratique. Donc il y a Charles Dulin, Louis de Funès et Fernand Ledoux. Et on va écouter, et on va voir qu'est-ce que ça donne en jeu. Est-ce qu'en jeu, il reste le texte ou pas, hein? Attention. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il pas là? N'est-il pas ici? Qui est-ce? Allez! Rends-moi mon argent, coquin! Alors, c'est intéressant. Énergie, le gars, quand même. Hein. C'est quand même il y a de l'énergie. Mais, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui vous frappe? Les cris. Oui, mais pas juste par rapport à ce que je vous ai expliqué avant. C'est pareil. Et oui, pourquoi? Alors, ce qui est dur en jeu, c'est qu'évidemment, il faut courir dans tous les sens. Il faut intéresser le public en bougeant, en occupant l'espace, donc en étant une image. Et même pour les plus grands, il est alors difficile de maintenir la structure du texte. Il va favoriser, je cours dans un sens, je cours dans l'autre, mais il va oublier le texte. Alors écoutons maintenant un autre, que vous connaissez bien. Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice! Juste au ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Ah! Je ferai pour le trouver! Où courir? Où ne pas courir? Même problème, hein? Oui. Même problème. Oui. Louis de Funès, génial, hein, à main titre, mais là, le monologue, il court dans tous les sens, du coup, et c'est tout le temps comme ça. Donc après, on n'écoute plus le monologue. On n'écoute plus ce fabuleux texte, structuré de manière extraordinaire musicalement. Alors, le troisième, on écoute, attention. Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice! Juste au ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Oui, attaque. Hein? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? Oui, là, on écoute le texte. Et pourtant, il bouge, il occupe l'espace, il joue, mais il sert le texte. Donc, alors, l'interprète que je suis pour le monologue de l'avare, lui, n'a pas le choix, puisqu'il ne peut pas courir, donc il n'a qu'une seule solution, c'est de servir le texte, pour que vous puissiez voir l'espace. Donc si par contre, il fait pareil en criant, là c'est foutu, là, vous partez tout de suite, vous aussi, hein, donc ça marche pas. Je vais peut-être vous proposer maintenant, bon là on a vu un travail autour de Molière, on peut rapidement voir un autre texte, par exemple, j'ai récemment présenté une pièce de Feydeau, On purge bébé, et on a là plusieurs personnages. Alors, je décortique rapidement. On a au début un personnage avec une bonne. Ensuite arrive la femme. Et ensuite arrive un autre personnage. Donc il faut que ces 4 voix soient complètement différentes. Alors moi j'ai proposé ça, par exemple, je vous fais le début de la pièce, hein.
Donc le personnage, il est chez lui, dans son salon, et il regarde, il fait voyons, voyons. Ils ébrident. Zut. Entrez. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Qu'elle vienne, si elle a à me parler, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle ne peut pas se déranger. Ah vraiment? Moi non plus, alors je regrette, je travaille. Bien, monsieur. D'abord quoi, qu'est-ce qu'elle me veut? Je sais pas, monsieur. J'ai à lui demander. Oui, monsieur. C'est vrai ça. En fait, dis donc, et vous voyez comment ça se passe? Donc là, on a les deux voix. Et au bout d'un moment, je ne peux pas vous faire toute la pièce, on finit par voir les deux personnages, on les imagine. Alors, je vous fais quand il y a la femme qui arrive. Par exemple, il est là, Rose est sortie, hein, un peu plus loin, et la femme arrive, et donc il faut qu'elle ait une voix différente de celle de Rose, différente de l'homme. Donc par exemple, moi j'ai proposé ça. Alors quoi, tu peux pas te déranger? Il faut la faire plus lente aussi. Et aussi, une chose qu'il faut respecter dans les solos théâtre, c'est que vous avez différence de voix, mais pour différencier une voix, il faut en faire une parfois plus lente, l'autre plus rapide. Donc c'est aussi des choses qui peuvent musicalement les différencier. Par exemple là, elle, je la fais plus lente que l'homme. Voix de tête, l'homme, voix normale. Alors quoi, tu peux pas te déranger, non? Ah, je t'en prie, n'entendons pas toujours comme une bombe. Ouh, pardon. Tu peux pas te déranger, non? Ah, bien toi, pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste. C'est juste, nous sommes mariés. Alors, quoi, quel rapport? Ouh, je serai seulement la femme d'un autre. Vous voyez? Donc là, on les a aussi toutes les deux. Hein? Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette forme de solo-théâtre? Des questions comme ça, des remarques? Vous connaissiez cette forme? Parce que figurez-vous que ça n'existe pas. Cette forme aussi simple n'existe pas pour l'instant en France. Enfin, il y a des pièces, beaucoup de pièces qui sont montées par une personne, mais en général, la personne se met en scène. Elle va jouer les personnages. Donc elle va se mettre là, va courir dans tous les sens, elle va mettre en scène. Mais le principe musical d'être comme ça face au public, comme un musicien, n'existe pas. Nous avons découvert ça en le faisant, parce que pourtant, c'est pas compliqué à imaginer. Hein. Est-ce que certains ont des questions? Mais j'avais une question par rapport aux différentes intonations de voix que vous faites. En fait, quand on parle soi-même, c'est difficile. Enfin, on a la perception de sa propre voix, la perception des autres de sa voix n'est pas la même. Et du coup, est-ce que vous vous enregistrez? Comment vous faites en fait pour savoir comment est perçue votre voix? Oui, c'est une très bonne question. Et par exemple, c'est un vrai problème. Alors, quand vous débutez, même après, il ne faut surtout pas s'enregistrer. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme quand vous construisez un personnage et quand vous jouez un rôle en tant que comédien, il vaut mieux ne pas le travailler devant la glace. Parce que si, à force de travailler, vous vous voyez vous-même, lorsque vous allez jouer, vous allez continuer à vous voir vous-même. Et vous allez être complètement omnibilé par vous-même. Donc, se regarder dans un miroir, hein, il y en a des auteurs qui ont raconté ça bien avant moi, c'est pas toujours très bon. Parce que ça peut entraîner ce qu'on appelle un certain nombrilisme. Et pour le son, c'est un petit peu pareil. Alors, c'est différent parce qu'au début, on est choqué par son, comme un peu quand on se voit pour la première fois en photo, on se dit, oh là là, mon Dieu. Hein. Puis après, on s'habitue, puis après, on finit par aimer des fois. On se dit, oh, pas mal, etc. Hein. Et puis pour le son, ça peut être pareil. Donc, il faut arriver, quand vous vous enregistrez, à avoir suffisamment de métier pour pouvoir vous écouter comme si c'était quelqu'un d'autre. Et donc, quand je travaille avec le son, je m'écoute, et je m'écoute en... Je suis intimement convaincu que ce n'est pas moi. Donc je suis assez sévère. Et ça me permet de voir les choses. Voilà. J'apprends votre question? Madame? Qu'est-ce qui préside au choix des pièces qu'on peut jouer en solo-théâtre? Autrement dit, est-ce qu'il y a des pièces qui sont plus adaptées que d'autres ou... Alors, comme... Par rapport au personnage? Oui, tout à fait. Alors, je vous réponds... Déjà, ça fait 2 ans, donc c'est assez récemment que nous avons lancé cette forme. Et c'est une question que nous nous posons. Pour l'instant, la réponse est qu'à mon avis, on peut toutes les faire. Mais elle demande à être adaptée. Par exemple, un exemple tout simple, on a fait Hamlet de Shakespeare. Mais on ne le fait pas intégral. Et bien ça fait 3 heures. Hein. Alors 3 heures seules, c'est pas mal quand même. Hein.
Mais par exemple, je vous donne un exemple qui peut vous intéresser par rapport à votre question, c'est le début de Cyrano de Bergerac. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un début où il y a plein de monde partout, une foule immense, ça crie dans tous les sens. Et récemment, nous nous sommes amusés à travailler pour voir si ça fonctionnait. Eh bien, ça ne marchait pas au début, mais il y en a un qui a réussi. Il a réussi à créer cette illusion, à faire que tous les cris, avec des voix différentes, on se croyait au bout d'un moment dans le théâtre. Donc c'est possible, mais c'est vrai que le solo théâtre demande beaucoup de travail. C'est long, c'est des répétitions et des répétitions pour arriver à créer quelque chose de souple, de fluide. Mais je crois, pour l'instant, que tout est possible, comme en littérature, sauf les mauvaises pièces. C'est pas que c'est pas possible, c'est qu'on s'en rend vite compte, et même celui qui travaille la pièce s'en lasse, si elle n'est pas bonne. Hein. Donc voilà. Moi j'ai une question par rapport aux différentes voix. Moi j'ai plutôt une voix aiguë, mais j'ai du mal à m'imaginer réussir à faire une voix d'homme crédible en fait. Non, bonne question, parce que moi c'est le contraire, vous avez remarqué, je suis un homme, et donc il faut que... On peut s'amuser... Ah oui, voilà. Ce qui compte, bien sûr qu'il va falloir changer la voix. Parce que si vous faites une femme comme ça, c'est vrai que... Bah, Jeanne Moreau, hein, oui, ça marche. Mais disons que le grand problème, c'est la jeune première. Donc, par exemple, là, on a la rencontre dans Marivaux, Angélique et Lucidor. Donc, on va... Alors, c'est vrai que je remarque, c'est plus difficile comme ça quand je suis pas... Enfin, quand la pièce, que j'ai pas... Je les attaque d'emblée, mais c'est pour vous montrer, ça va très bien. Donc, il y a Angélique qui entre, et elle sourit, et... À quoi songez-vous donc en me considérant si fort? Ouais, donc j'ai une voix d'homme, mais moi je parle pas comme ça dans la vie. Enfin, disons, c'est rare. Et lui, donc, répond, à quoi songez-vous en me considérant si fort? Ouais, surprise. Je songe que vous en bénissez tous les jours. Oui, on a donc une différence, elle reprend. Oh, ce n'était pas de même quand vous étiez malade. À propos, je sais que vous aimez les fleurs. Et je pensais à vous en cueillant ce petit bouquet. Tenez, prenez-le. Je ne le prendrai que pour vous le rendre. Vous voyez? Pourtant, on est dans l'intimité, etc. Mais normalement, on distingue bien les deux voix. Hein. Donc, on a sa voix. Alors, par exemple, pour la femme dans On purge bébé, là, je lui fais une voix de tête. Parce que c'est pénible, les voix de tête, c'est agaçant, puis ça revient avec le caractère. Vous savez, les femmes comme ça qui ont toujours une voix de tête. C'est pénible, vraiment, à un moment donné, on se dit... C'est particulièrement énervant, moi je suis allergique, hein, mais pour un personnage c'est très intéressant. Hein, et par exemple, en Purge Bébé, j'avais, après, il y a Chouillou. Chouillou, j'ai eu l'idée en voyant Alain Juppé. Alors j'ai prié pour qu'il ne gagne pas les élections, parce que sinon j'aurais pas pu utiliser le personnage, on aurait cru naître. Mais c'est vrai qu'Alain Juppé, je ne sais pas comment elle fait, la voix de gorge. Très étrange. Et alors, ça donne une voix, vraiment, à un personnage souvent ridicule. On peut moins bien articuler, c'est-à-dire quand on parle de... Oui, donc ça donne comme ça. Donc du coup, on les distingue. C'est comme ça qu'on cherche les voix. C'est très amusant de chercher les voix parce qu'il faut trouver, bien sûr, techniquement une voix, mais il faut qu'elle corresponde au personnage. Mais Voilà. est-ce que dans la durée, bon, vous avez pris l'exemple de Juppé, mais est-ce que dans la durée, on peut maintenir, dans la durée, au cours d'un spectacle, on peut maintenir une voix aussi artificielle, enfin aussi différente que sa propre voix? Oui, alors, non, vous avez raison, je comprends. Je ne croyais pas au début. Mais c'est comme un marathon. Au début, on fait 5 km, puis après, un jour, on va faire le marathon. Donc c'est vrai qu'il faut être très rigoureux. Et je vous assure que c'est comme un marathon, hein, sur le théâtre. Si par exemple cette voix-là, c'est pour ça que je demande. Mais en fait, c'est pas fatigant. Une fois qu'on est entraîné, Juppé, il le fait toute sa vie, hein, donc pourquoi je ne ferai pas 5 minutes, vous voyez. Donc, il y en a qui ne sont pas fatigués toute une vie. Non, mais j'ai compris ce que vous avez dit. Donc, en s'entraînant, et l'entraînement, c'est faire souvent la pièce en entier, parce que comme vous le dites, il faut tenir la voix, et il ne faut pas qu'à la fin, il faut toujours la maintenir. Oui, c'est une difficulté, mais c'est comme quand on joue un instrument de musique, parfois on a une main qui fait un truc, et il faut jouer complètement autre chose, il faut le faire très longtemps. Bah oui, c'est un entraînement. C'est ça qui fait le métier aussi, c'est fait que quelqu'un qui fait un solo théâtre doit avoir du métier et pouvoir le tenir. Y a-t-il des exercices peut-être à faire pour justement...
Alors oui, il y a même des cours, puisque j'enseigne cela à la Sorbonne depuis 2 ans. Et donc, voilà, alors on apprend ça. Il y a des exercices de toutes sortes, mais il vaut mieux avant avoir une pratique déjà soit de théâtre, soit de lecture à voix haute. Attaquer comme ça d'emblée en débutant le solo théâtre, c'est trop dur. Il faut déjà une pratique d'interprète, au mieux. Au mieux avoir fait déjà quelque chose. Bon, bah écoutez, je crois. Oui, dernière question, madame. Moi, je voulais savoir si vous aviez un pot commun dans la compagnie pour les voix. D'abord, pour la diversité des voix, savoir qui serait mieux placé pour voir cet aspect-là. Et ensuite, si vous jugez l'aspect caricatural parfois des voix que vous pouvez prendre, pour justement pas verser dans l'artificiel. Très bonne question, double question. Alors, je réponds à la première qui est comment nous faisons. D'abord, ce sont les interprètes eux-mêmes qui choisissent leurs pièces. C'est vrai qu'on discute ensemble, parfois, c'est pas lié à une voix, parce que dans une pièce, il y a plusieurs voix. Mais il y a des caractères où on se dit, cette pièce va bien lui aller. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est pas un emploi, c'est pas un rôle qu'on distribue, mais c'est une pièce qui peut aller bien avec la personne. Donc ça, oui, il faut bien choisir sa pièce. Il faut bien choisir le plat qu'on va préparer. Il faut avoir envie de le faire. La deuxième question que vous aviez posée, c'était... Oui, voilà. Par exemple, dans la pièce de Feydeau, La voix que j'ai prise là. et la femme qui parle comme ça, en fait, ça passe bien, parce que c'est une pièce de Feydeau. C'est-à-dire que la femme est agaçante à la fin. Il faut qu'elle soit agaçante. Et l'homme, c'est comme dans le dîner de cons, c'est vraiment un con, quoi. Donc il faut, cette voix aide, rend crédible le con, déjà. Et ça permet, c'est peut-être une caricature, mais au bout d'un moment, si je vous fais 2 secondes, ça peut paraître très bizarre, mais au bout d'un moment, on s'y habitue et on voit une personne tout à fait normale derrière. Hein. Parce que, je reprends Juppé, bon, physiquement ça va. C'est la voix qui déconne. Mais par exemple, pour Marivaux, vous avez vu, les 2 personnages que j'ai faits, j'ai pas caricaturé. Mais dans Marivaux, il y a des personnages caricaturaux. Par exemple, le paysan. Hein, par exemple, là, je vais vous le faire, parce que Marivaux, voilà, par exemple, Marivaux écrit un personnage, il l'écrit pour qu'il soit caricatural. Ce que je vais faire est écrit. Par exemple, il arrive, je sais pas, monsieur Lucidor me rappelle. Oh, voyez pas d'avance. Il veut apparemment vous marier avec Boulon, ce qu'il a dit. Oh. Me marier, monsieur Blaise? Et à qui donc, s'il vous plaît? Bon, la personne n'a pas encore de nom. Il parle vraiment d'un... Ah, ça c'est Lisette, pardon. Donc là, il parle vraiment d'un très grand mariage. Hein. Il s'agit d'un homme du monde. Il ne dit pas qui c'est, ni d'où il viendra. D'un homme du monde qui ne nomme pas. Je vous rapporte ses propres termes. Attends, je voulais vous faire Blaise, moi. Bon, essayez toujours, c'est pour moi, hein. Ah bah je le crois, monsieur Blaise, ce n'est pas vous. Ah, c'est important, j'ose bien mes prétentions et tout. Etc. Vous voyez. Donc là, lui, il est caricatural, mais les autres le sont moins. Donc ça dépend du personnage. Hein. Voilà. Merci d'avoir écouté.